Très bien, êtes-vous Madame Mock? C'est la même voix qui réveillait autrefois les téléspectateurs dans le journal du matin. Après avoir été filmée en train de voler les décorations de Noël de sa voisine, L'ancienne présentatrice du journal télévisé, visible sur sa bande démo sur YouTube, est désormais accusée d'avoir tué sa mère. Angie Mock vient de faire sa première apparition à la caméra au tribunal. Voici la vidéo. Selon KSN Télévision, nous avons constaté qu'elle a esquissé un sourire lors de l'audience. Que révèlent de nouveaux documents sur les raisons pour lesquelles la police pense qu'elle a délibérément tué sa mère? Nous suivons l'affaire présentée par Law on Crime. Je suis Chris Stewart. Maintenant, l'histoire que nous suivons aujourd'hui, c'est celle d'une ancienne présentatrice du Morning News accusée d'avoir tué sa propre mère en la poignardant à plusieurs reprises jusqu'à la mort. C'est devenu une nouvelle nationale cette semaine parce que c'est tout simplement choquant. Voici maintenant la suspecte dans cette affaire. Son nom complet est Angeline Mock. Elle a comparu au tribunal à Wichita cette semaine après son arrestation le soir d'Halloween. Elle est maintenant accusée de meurtre au premier degré dans la mort de sa propre mère. Je vous en dirai plus sur ce qui s'est passé lors de cette comparution dans un instant. Mais je veux commencer par parler de ce que nous savons grâce aux documents judiciaires et à la police sur ce que les autorités pensent s'être passé. Ce matin, à 7h51, des agents ont répondu à un appel pour une agression au couteau dans le bloc 1500 d'East Crowley. Le 31 octobre, la police est intervenue dans cette maison de Wichita, Kansas, initialement pour une blessure par arme blanche. Voici, d'après Broadcastify, un extrait des échanges radio des opérateurs. Les autorités étaient arrivées sur place, ont trouvé Anita Haver, 81 ans, à l'intérieur de la maison. La police rapporte qu'elle a été poignardée plusieurs fois et est décédée à l'hôpital après son transfert d'urgence. Ils l'ont trouvée dans son lit. La police accuse maintenant une personne pour cet acte. C'était la fille dont Anita semblait très fière, sa propre fille. La présentatrice du journal sur sa photo de profil, Angeline Mock, qui utilisait le nom d'Angie à la télévision pendant sa carrière dans l'actualité locale. Photo d'Angie et sa mère, publiée en 2019. On se demande forcément ce qui s'est passé en voyant cette photo. Voici ce que nous savons sur Angeline Mock. après avoir été prise en flagrant délit de vol des décorations de Noël de son voisin devant la caméra. Donc, ça c'est sa bande démo de l'époque où elle travaillait à la télévision locale. Selon LinkedIn, Mock a travaillé plus de 10 ans dans l'actualité locale. Les infos locales, c'est un métier. Peut-être qu'à l'extérieur, ça paraît glamour. Tout le monde a toujours le sourire, surtout quand il s'agit des infos du matin. Mais c'est vraiment un métier épuisant, je peux vous le dire. Et il semble, du moins d'après son LinkedIn et son curriculum vitae, qu'en tant que journaliste, Angie Mock a vraiment fait ses preuves. Elle a débuté sa carrière en novembre 2002 comme journaliste sportive sur une chaîne télé à Lincoln, Nebraska. C'est une petite ville, un petit marché. Elle a ensuite gravi les échelons à Rochester, Minnesota. Elle était à Missoula, Montana, elle a travaillé à Oklahoma City, et puis elle a atteint le plus grand poste de sa carrière, qui était à Saint-Louis. Elle a été présentatrice du matin là-bas, de mars 2011 à février 2015. Après, elle aurait quitté le métier pour vendre des logiciels. Ce n'est pas rare que des gens quittent le milieu des infos, surtout quand on pense aux horaires bizarres du journal du matin. On ne sait toujours pas. Qu'est-il arrivé à Mock à partir de 2015 ? A-t-elle eu des difficultés ? A-t-elle eu des problèmes de santé mentale ? Quelle était sa relation avec sa mère ? Nous ne le savons toujours pas, mais nous savons que le 31 octobre, la police affirme que Mock aurait tué sa propre mère. Qu'est-ce qui a mené à cela ? Encore une fois, ce n'est pas clair. Maintenant, en ce qui concerne la scène qui s'est produite ce jour-là, le 31 octobre, une voisine a déclaré à KAKE Télévision à Wichita que Mock s'est précipité vers elle et son petit ami, apparemment après le meurtre. Maintenant, cette voisine a dit, je cite, « Il y a une femme qui s'est approchée de notre véhicule avec du sang, comme si ses mains étaient couvertes, son corps était couvert de sang. » En demandant d'appeler le 911, la voisine a dit que Mock avait pris leur portable et s'était enfui dans la maison. Elle l'a décrite comme ayant l'air, je cite, « effrayée ». Maintenant encore, nous n'avons pas encore entendu la version d'Angie de l'histoire. Mais selon Broadcastify, qui nous permet d'écouter les communications de la police, écoutez ce que le répartiteur a dit à la radio. Donc la citation, c'était qu'elle a dû poignarder la mère pour se sauver elle-même. Donc cela pourrait-il être un argument de légitime défense pour Angie Mock ? Nous verrons. Si la défense invoque la légitime défense, c'est au moins celle de la police.
Ils ne sont pas d'accord avec cette version des faits, parce que Mock est accusé de meurtre au premier degré, ce qui signifie qu'il y a eu préméditation si elle était reconnue coupable de cette accusation. Voici la photo d'identité judiciaire de Mock. Son nom complet, encore une fois, est Angéline, et elle a 47 ans. Voici la plainte pénale pour l'affaire que les procureurs exposent. Dans cette plainte, ils écrivent « Angéline Mock a illégalement, intentionnellement et avec préméditation tué un être humain. Anita Avers, nous ne savons pas quelles preuves la police possède qui les amènent à penser qu'il s'agit d'un meurtre au premier degré et qu'il y a eu préméditation. » Très bien, êtes-vous mademoiselle Mock? Maintenant, c'est Mock qui fait sa première comparution devant le tribunal, selon KSN Télévision à Wichita cette semaine. Vous êtes accusé d'un seul chef de meurtre au premier degré. Il s'agit d'un crime contre la personne hors grille. La caution dans votre affaire est fixée à $1 million. Elle est assortie de la condition de surveillance électronique par les services préalables au procès, d'aucun contact avec la victime ou les témoins de l'État, et d'aucun contact avec votre beau-père. La caution dans votre affaire. Excusez-moi, votre audience dans cette affaire est prévue devant le juge Gearing le 14 novembre à 13h30. Le 14 novembre est votre prochaine audience. Vous avez rempli une déclaration financière, je vais l'approuver et je vais nommer l'équipe d'avocats pour vous représenter. Comme suit, Anne Clark, Brionna, George, Jacob Ladani, Randall Price et Philippe White seront les avocats qui vous représenteront. D'accord, merci. Maintenant, vous pouvez voir son apparition. Elle a été brève. Elle n'a pas dit grand-chose à part admettre que son nom était Angéline Mock. Le juge a annoncé que sa prochaine audience est fixée au 14 novembre. Elle n'a pas le droit d'entrer en contact avec son beau-père, mais c'est la seule personne avec qui elle n'a pas le droit d'avoir de contact. Elle est détenue sous caution d'1 million de dollars. Il n'est donc pas sûr qu'elle puisse sortir de prison pendant l'affaire. Sa mère, Anita Avers, était décrite dans sa nécrologie comme une femme de foi passionnée par le conseil. En fait, Avers était thérapeute clinique et familiale à Wichita. Et sa biographie sur le site web de son entreprise indique cela. Elle était spécialisée dans le traitement des adultes souffrant de dépression, d'anxiété, de troubles du spectre, de traumatisme, de troubles de l'humeur et de problèmes relationnels tels que conflits familiaux, infidélité et divorce. Dans cette nécrologie, nous avons également remarqué qu'il est indiqué que l'une des personnes qui survivent à Anita Avers est sa fille, Angéline. Nous sommes maintenant rejoints pour en parler davantage et évoquer les suites possibles de cette affaire par Randy Kessler, avocat plaidant et avocat spécialisé en droit de la famille. Les dynamiques familiales ont clairement un rôle ici. Randy, c'est triste. Encore une fois, vous savez, dans ce cas-là, il y a beaucoup d'informations que nous ne connaissons pas. En ce qui concerne ce qui se passait dans la vie d'Angie Mock, quelle était la dynamique avec sa mère? Sa mère était thérapeute et beaucoup de gens ont dit qu'elle était vraiment une personne formidable. Donc c'est cette partie-là. C'est un mystère. Angie Mock est accusée de meurtre au premier degré. Ce qui signifie avec préméditation, je veux dire, en général, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je sais, cela signifie que le but était de tuer quelqu'un. Mais dans certains cas, vous savez, c'est... Oh, c'était un moment, vous voyez, juste de la frustration. Quelqu'un l'a eu. Par exemple, que signifie réellement la préméditation aux yeux de la loi? Donc c'est le plus fort du plus fort. Cela signifie qu'il pense qu'elle l'a planifié, qu'elle l'a voulu. Ce n'était pas un meurtre prémédité. Elle n'a pas voulu lui nuire. Peut-être qu'elle a entendu quelque chose de grave et a craqué. Et que c'était un acte de passion. Là, c'était du sérieux. Il vise la charge maximale et sans doute la peine la plus lourde possible. Mais je voudrais mentionner que vous parliez des dynamiques familiales et vous savez, du côté civil, on a vraiment beaucoup plus d'opportunités pour aider à arranger les choses correctement. Nous pouvons faire intervenir des psychologues pour essayer de comprendre ce qui se passe et empêcher les gens de se côtoyer. C'est du recul, c'est rétroactif et rétrospectif. Nous faisons appel à des psychologues uniquement pour savoir si l'état mental de l'accusé justifie une excuse ou une réduction de culpabilité. Si c'était une affaire civile et que la victime avait survécu, un psychologue serait intervenu pour comprendre. Y a-t-il un lien familial? Y a-t-il une raison quelconque pour laquelle les gens doivent se voir? Au pénal, c'est simple. Les procureurs estiment avoir assez de preuves pour prouver la préméditation et l'intentionnalité. Elle avait ce qu'on appelle la mens rea, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'intention de causer la mort de sa mère. C'est une accusation assez sévère. Oui, et il semble que l'argument, du moins d'après ce qui a été rapporté, est qu'elle a appelé le 911 en invoquant la légitime défense. Qu'elle a dit, vous savez,
La phrase que l'opératrice a rapportée est quelque chose comme « Elle a dû poignarder sa mère pour se sauver elle-même ». Mais c'est compliqué, car, à notre connaissance, seules 2 personnes étaient dans la pièce, et une seule est encore en vie. Pour pouvoir raconter ce qui s'est réellement passé, comment ces affaires se passent-elles généralement pour l'accusation et la défense? Lorsque vous essayez de présenter un argument, vous savez, dans le cas de la défense, ils essaieront de plaider. Il semble qu'elle se défendait et qu'elle n'a fait que ce qu'elle devait faire. Donc cela met en avant cette question. L'accusée doit-elle témoigner, n'est-ce pas? C'est toujours la question cruciale. Dans ce cas, des membres du jury pourraient se demander pourquoi ne nie-t-elle pas tout, même si la loi ne l'y oblige pas? On ne doit rien en déduire, mais vous savez, elle a l'occasion de dire tout ce qu'elle veut sur ce qui s'est passé, et personne ne peut le contester. S'il n'y a pas de caméra, pas d'autres preuves, vous savez, tant qu'elle comprend les preuves scientifiques et qu'elle ne les contredit pas. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand sa parole s'oppose à la leur. Elle a déjà une bonne défense meilleure que beaucoup de personnes qu'on voit dans ce genre de situation, parce que sa réaction immédiate, n'est-ce pas? Ce n'était pas, vous savez, une conscience de culpabilité en fuyant ou en cachant le corps ou en essayant de s'enfuir ou de ne pas répondre aux appels téléphoniques. Elle a appelé le 911. On a déjà vu que c'est parfois la pire preuve contre quelqu'un. Que leur enfant meurt et ils n'appellent pas le 911 ou ils sont dans la pièce avec quelqu'un qui meurt et ils essaient de faire autre chose. Elle a appelé le 911 et apparemment, les personnes qu'elle a vues dehors, elle a tout de suite dit « J'ai dû le faire pour me défendre. » Il y a autre chose dans la loi. Vous savez, on parle de oui-dire et des exceptions à la règle du oui-dire. Et parfois, quand quelque chose est plus probable que faux, on crée une exception à la règle du oui-dire. Et l'une de ces exceptions est la déclaration spontanée. Ou, si cela fait partie du reste, simplement une partie de l'acte qui l'a provoqué. 3 ans après, si elle dit à quelqu'un « je ne l'ai pas fait », c'est du oui-dire, sauf si elle le déclare elle-même. Mais le fait qu'elle le dise tout de suite au moment où cela s'est produit en disant « j'ai dû le faire pour me sauver », c'est plus susceptible d'être vrai que quelqu'un qui prend du recul, parle à un avocat, réfléchit, puis dit « vous savez, j'ai dû le faire parce que sinon elle allait me faire du mal ». Donc c'est déjà là. Elle a déjà une sorte de défense. La vraie question, si j'étais son avocat, serait « est-ce que cela suffit ?» L'État a-t-il assez pour prouver sa cause ou doit-on attendre qu'elle explique à la barre « voilà pourquoi j'ai dû le faire » Et encore une fois, on ne sait pas pourquoi elle dit ça. Et peut-être qu'on l'apprendra, peut-être pas. Oui, et je pense aussi parce que d'un côté, à notre connaissance, elle n'a pas de casier judiciaire. Donc il ne semble pas, du moins ça n'a pas encore été signalé, qu'il y ait eu un quelconque problème au sein du foyer. Tout le monde parle de sa mère comme d'une personne formidable, une thérapeute qui travaillait justement sur les questions de santé mentale et les relations. L'appel au 911 peut jouer en sa faveur, mais elle reste accusée d'avoir poignardé sa mère plusieurs fois. Je n'ai jamais été impliqué dans une bagarre au couteau, ni eu à me défendre ainsi. Mais je peux imaginer les procureurs argumenter et dire que ce n'était pas juste une fois, c'était à plusieurs reprises. On se demande si cela fait partie des preuves. Pour les avocats, et si son avocat ment alors qu'ils apprennent à connaître cette affaire, et je sais que tu travailles là-dessus du côté civil d'une certaine manière, mais comment se passent ces premières conversations, tu sais, quand tu as quelqu'un qui est concerné par l'affaire pénale? Je veux dire, elle pourrait passer le reste de sa vie en prison. Comment commences-tu à comprendre exactement ce qui s'est passé? Eh bien, tu dois écouter son histoire, non? Je veux dire, parce que l'apparence est terrible. Qui doit vraiment se défendre face à une femme de 80 ans? Bien sûr, il y a certaines personnes de 80 ans, des femmes qui, vous savez, pourraient être bien plus dures, plus fortes et plus méchantes que certaines femmes de 47 ans. Ce n'est pas, vous savez, hors du domaine du possible, mais je voudrais savoir pourquoi. Je veux dire, on gère les cas extrêmes, on gère les exceptions, on ne s'occupe pas des gens normaux, rationnels de tous les jours. Les affaires qui arrivent dans mon bureau ou que vous couvrez ont parfois des explications, mais j'ai besoin de les connaître. Et ensuite, la question c'est, est-ce que ça convaincra un jury? Est-ce qu'un jury va y croire? Même si c'est vrai, tu sais, même si c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont des défenses très valables, mais elles sont tellement en dehors de ce que les gens pourraient me croire. Donc tu dois commencer à digérer ça. Et tu sais, on fait un peu des suppositions, on n'a aucune idée de pourquoi elle a eu besoin de se défendre. Je suis un peu surpris qu'on n'ait pas déjà entendu, tu sais, maladie mentale, santé mentale, tu sais, la défense pour folie. Peut-être qu'elle a craqué et peut-être qu'elle est normalement une personne rationnelle et saine d'esprit. Quelque chose en elle a cédé après un flashback de son enfance où sa mère la maltraitait. Tu utilisais certains mots, j'invente tout ça, ce n'est pas une accusation. Mais sa mère disait « Non, ma chérie, si tu ne manges pas ton cookie, tu sais ce qu'on va te faire. » Et elle a répété ces mots, et ça a eu un effet immédiat, et ça l'a fait rechuter.
Je veux dire, ça aurait du sens pour moi s'il y avait une raison. Je l'ai fait car je pensais être en danger. Car plus jeune, sa mère était plus forte et puissante. Et si elle redevenait cette petite fille victime? Mais encore une fois, nous ne connaissons aucun de ces faits. Et j'imagine qu'on aurait déjà entendu, vous savez, une mention de cela, qu'elle avait une mauvaise relation. Mais jusqu'à présent, tu as raison, Chris. Rien de mauvais à savoir sur la mère, tu sais, rien de mauvais à savoir sur la prévenue. Je veux dire, donc, quelle est l'histoire? Et tu sais, la seule. Je ne dirais pas agréable, car ça ne l'est pas. Si j'étais son avocat, la seule chose intéressante serait de découvrir la vraie histoire. En tant qu'avocat, je suis sans doute le seul à connaître la vraie histoire. Et ce serait intéressant. Ça reste à voir comment présenter cette histoire comme une défense. Je trouve aussi fascinant si cette affaire allait jusqu'au procès. Encore une fois, seule cette personne sait ce qui s'est passé. Et je suis même sûr qu'il y a des clients que vous avez rencontrés qui vont, vous savez, vous dire un peu de la vérité, leur version de la vérité. Mais ensuite, vous devez quand même comprendre exactement. L'esprit a quelque chose d'intéressant. L'esprit a quelque chose d'intéressant. Vous savez, l'histoire révisionniste, on en parle tout le temps. Sans aucun doute. Et je pense que dans ce cas, vous avez sa mère qui semble, vous savez, et selon encore une fois, les gens disent qu'elle était une gentille vieille dame. Elle a 21 ans. Elle était dans son lit, ce qui pourrait aussi être un élément clé de cette affaire. Les autorités l'ont trouvée dans son lit, comme vous le savez. Donc vous avez cette femme de 81 ans, vous savez, l'image qu'avaient les gens de l'extérieur d'elle. Et nous verrons si plus d'informations sortent, et elle a été poignardée à plusieurs reprises. Et puis vous avez le suspect, qui a 47 ans, ce qui est un énorme écart d'âge dans ces cas-là. À quelle fréquence l'apparence des choses comptait-elle, par exemple, même si vous êtes capable d'avoir, vous savez, les tenants et aboutissants, et ce n'est pas pour utiliser une référence sportive, parce que ce n'est pas ce que je veux dire. C'est bien plus grave que ça, mais les tenants et aboutissants, peut-être des preuves médico-légales. Et cela pourrait être quelque chose qui aide l'accusé dans cette affaire, nous verrons. Ensuite, il ne s'agit que d'apparence. Comment se défendre face à une femme de 81 ans alitée? Je veux dire, à quelle fréquence ce genre de choses superficielles influence-t-il un jury? Et cela pourrait faire la différence entre cette femme qui repart libre ou cette femme qui passe le reste de sa vie en prison. Je n'ai rien contre l'analogie sportive, c'est bien. Mais elle aurait besoin d'une meilleure défense, non? Elle aurait besoin de plus de linebackers, de plus de gros défenseurs sur la ligne. Comme un autre témoin qui dirait « Oui, maman, on l'appelle mamie, car elle a plus de 80 ans. » Mais la victime avait effectivement tendance à faire certaines choses ou à menacer. Ou bien détenait-elle des preuves privilégiées qu'elle comptait remettre aux autorités sur les actes répréhensibles de l'accusé. Mais il vous faut une autre défense, autre chose que ce que nous savons déjà. Ce que nous savons, c'est qu'ils étaient seuls là-dedans. Elle a été poignardée, puis l'accusé est sorti et a dit « Appelez la police, j'ai dû faire ça. » Donc, c'est elle qui l'a fait. Mais pourquoi? Êtes-vous vraiment certain qu'elle l'a fait exprès? D'après ce que je vois, je doute que vous en soyez sûr. Si j'étais la défense, je voudrais autre chose. Ça donne l'impression que ma cliente était normale, rationnelle, vous savez, une personne décente, et elle avait une raison de croire que sa vie était en danger. Et voici la raison. Nous ne savons pas encore ce que c'est. Et soit elle va le dire, soit ce serait encore mieux si elle avait un frère, une sœur ou un membre de la famille, ou quelqu'un qui pourrait venir et dire « Oui, tout le monde pense que c'est fou, mais je vais expliquer pourquoi ce ne l'est pas. » Cette femme de 80 ou 81 ans avait en fait menacé de faire cela et gardait en permanence un couteau sous son lit. Et elle a ce flashback de son enfance maltraitée où elle menaçait toujours de faire cela. Si quelqu'un disait X, Y ou Z, il doit y avoir une autre histoire pour que je croie qu'elle n'est pas coupable. Et puis il y a l'autre aspect, c'est que si tout ce qu'on a, c'est ce qu'on a maintenant, est-ce que c'est suffisant pour le prouver au-delà de tout doute raisonnable? Oui, au civil, il s'agira de dommages-intérêts. Il va y avoir un procès où, vous savez, la victime, enfin, je veux dire l'accusé, a tué la victime. Mais pourquoi? Est-ce que c'était intentionnel? Était-ce de la légitime défense ou non? C'est difficile. Même dans une affaire de meurtre où vous connaissez la victime. Anita Avers. Elle n'est plus parmi nous et elle ne peut pas porter plainte. Mais je penserai à son mari, qui est le beau-père d'Angie Mock. Je pense aux membres de la famille, aux proches de cette victime, aux dégâts qui leur ont été causés. Parce que leur mère a été enlevée avant son heure. Peuvent-ils poursuivre quelqu'un dans ce cas? Je veux dire, comment cela se passe-t-il? En ce qui concerne le nombre de membres de la famille élargie, vous savez, la famille proche, la famille élargie, les personnes qui la connaissaient, je veux dire, qui peut être impliqué? Du côté civil? Oui,
Le conjoint a le premier droit. Et vous savez, le terme civil pour meurtre, c'est homicide. Homicide intentionnel, civil ou par négligence. Quelqu'un a-t-il tué accidentellement, par exemple lors d'un accident de voiture? Vous savez, vous n'aviez pas l'intention de tuer quelqu'un, mais c'est ce qu'on appelle un délit civil, n'est-ce pas? C'est une faute civile. C'est à la fois une infraction pénale et une faute civile. Maintenant, il est vrai que beaucoup de compagnies d'assurance, s'il y a une assurance quelconque, ne seront pas obligées de couvrir un acte intentionnel. Je ne peux pas souscrire une assurance en demandant une couverture si je tue un membre de ma famille. Ils refuseront. Si je tue ou blesse accidentellement quelqu'un, ou si quelqu'un se blesse ou meurt à cause d'une condition dangereuse chez moi, c'est là qu'intervient l'assurance. Donc ils peuvent poursuivre en justice. La question est, y a-t-il de l'argent à récupérer de toute façon? Tout servira à payer un avocat pénal, donc seul le conjoint peut poursuivre en justice. Encore une fois, si elle est condamnée à perpétuité pour meurtre, il y a sans doute peu de raisons de poursuivre. À moins qu'il n'y ait un trésor caché ou qu'elle ait gagné à la loterie ou qu'elle ait beaucoup d'argent que vous pouvez récupérer. Mais je serais vraiment intéressé par la déclaration du conjoint de la victime ou par ce qu'il en pense. Est-ce qu'il aime cet enfant? L'accusé, quelque chose de sympathique? A-t-il de la compassion pour l'accusé? Il répond oui. Soit elle craignait quelque chose, soit une maladie mentale l'a poussé à agir ainsi. Ou alors est-il à 100% du genre, je n'ai aucune idée de pourquoi elle a fait ça. Elle doit passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Son attitude peut ou non se manifester à la barre des témoins. Il ne sera peut-être pas témoin, mais il échange avec les procureurs qui veulent connaître sa position. Parce qu'il est, comme vous l'avez dit, le plus proche parent. Et pour revenir un peu à la légitime défense, à ce stade, et quand on décide si quelqu'un passera sa vie en prison. Et c'est elle la seule témoin de ce qui s'est passé. Et on ne sait pas si elle dit la vérité, si c'était de la légitime défense. Je veux dire, il y aura certainement beaucoup de preuves médico-légales. S'ils avaient une mauvaise relation, tu sais, un peu instable, si quelqu'un a une relation instable avec quelqu'un. Peut-être ont-ils eu des problèmes auparavant. Ils se sont disputés, et je demande ça de façon générale, ils se sont disputés à Thanksgiving l'année dernière. Mais ça, ce n'est toujours pas ce moment précis dans la maison où quelqu'un a fait quelque chose. Quelqu'un d'autre a réagi et quelqu'un finit par mourir. Dans quelle mesure cette relation passée influe-t-elle sur la qualification de légitime défense? Je ne prendrai pas cette direction comme avocat de la défense, surtout si c'est tout ce que tu as. Ça peut être interprété différemment. Un autre exemple, Chris, pourrait être celui où la victime, la mère, savait que sa fille avait trompé un amant, ou avait été infidèle, ou avait fait quelque chose de mal, et qu'elle allait devoir en subir les conséquences, divorcer ou rembourser de l'argent qu'ils avaient volé. Ils ont menacé. Ma chérie, je vieillis et avant de mourir, je veux réparer mes erreurs. Je vais appeler les autorités et leur dire que tu as fait X, Y et Z, et alors l'accusé pense que c'est la fin de sa vie. Je finirai en prison ou mort. Car lorsque mon amant saura que j'ai trompé, rien de cela ne sera une légitime défense ni une excuse. La légitime défense doit être immédiate face à un danger de mort ou de blessure grave. Tu dois réagir avec une force équivalente. Si quelqu'un menace de te casser la jambe, tu peux faire pareil. S'il menace de te tuer, tu peux le tuer. Tu dois faire tout ton possible pour sauver ta vie sur le moment. Pas parce que quelqu'un complote de faire quelque chose plus tard, ce qui est peut-être plus... Cela aurait plus de sens si c'était ce qu'elle pensait. Comment une femme de 80 ou 81 ans pourrait-elle menacer de blesser sur le champ une femme de 47 ans? C'est juste plus difficile à accepter, même si ce n'est pas impossible. Et ça, c'est pas. Et elle était au lit. Les multiples coups de couteau, l'appel au 911, il y a juste beaucoup de choses. Curieux de voir l'évolution de cette affaire. Angie Mock sera au tribunal la semaine prochaine et nous suivrons cela. Randy Kessler, merci d'être venu sur Law & Crime et d'en avoir parlé. Merci Chris. Angelin Mock est détenu sous caution d'1 million de dollars. C'est une histoire que nous allons suivre de près au fur et à mesure qu'elle évolue. Mais ce sera tout pour l'instant. Pour cet épisode présenté par Law & Crime, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois